Bonjour, vous voyez l'image? Oui, vous pouvez mettre en diaporama si vous voulez. Ok, ça y est. Merci. Bonjour à tous. Je vais changer un petit peu de thématique, et être un petit peu plus lourd avec les cailloux que j'ai l'habitude d'étudier. Et à partir d'un exemple de quelques meules en calcaire assez particulières qui ont été trouvées dans les contextes de l'âge du bronze de Franche-Comté, on montre un petit peu ce qui se passe pour le matériel de mouture dans cette région Bourgogne-Franche-Comté. Pour ce travail, je suis actuellement en train de reprendre toutes les collections franc-comtoises depuis le néolithique jusqu'à l'époque médiévale dans le cadre d'une thèse. Et donc, j'ai étudié l'ensemble du matériel de mouture de l'âge du bronze et du premier âge du fer. Et vous avez ici un petit diagramme qui vous montre le nombre de pièces par période que l'on a, sachant que j'ai étudié un corpus d'à peu près 650 meules pour cette phase chronologique, dont la moitié pour l'âge du bronze et l'autre moitié pour l'âge du fer. Alors on voit qu'il y a de fortes disparités chronologiques avec des périodes comme la fin de l'âge du bronze et la fin de l'âge du premier âge du fer où il y a beaucoup de pièces et d'autres périodes où on en a beaucoup moins. Et on voit que ce diagramme du nombre de pièces est comparable à la courbe du nombre d'occupations par phase chronologique qu'avait dressé Pierre Pétrequin uniquement pour la Franche-Comté. Je n'ai pas des données pour la Bourgogne. Si cette forte disparité chronologique, on l'observe également au niveau spatial, parce que si on fait une carte de répartition des outils de mouture et donc des occupations que j'ai pu étudier, on se voit qu'on a assez peu de choses donc, pour le bronze ancien, surtout centré sur Dijon. On reste pauvre pour l'âge du bronze moyen, et à l'âge du bronze final, là c'est beaucoup plus riche, et ça se répartit plus largement sur la région. C'est la même chose au premier âge du fer. Hallstatt CD1, peu de choses, et surtout dans le Dijonais, et beaucoup plus de choses au Hallstatt D2, D3. Alors, les outils de mouture, les meules et les molettes, va-et-vient pour cette époque, sont façonnés dans des roches, et ces roches doivent avoir certaines caractéristiques. La roche la plus fréquemment utilisée dans ma région est le grès. Et le grès, qui est une roche sédimentaire, c'est une roche qui se compose de grains, quartz et feldspath essentiellement. Et ces grains vont agir un petit peu comme des dents qui vont broyer le minerai, le tout étant assemblé dans une matrice siliceuse qui va donner une assez forte cohésion et résistance à la roche. On a d'autres matériaux qui peuvent être utilisés, comme les granites, qui sont également composés de quartz, de feldspath, mais aussi de mica, des gneiss, donc souvent des faciès granitiques un peu écrasées, des rhyolites, les rhyolites étant plus une roche volcanique qui va ressembler, on pourrait dire, à une sorte de pâte dans lequel on a également ces minéraux durs. Et une roche un peu particulière, absente de Bourgogne-Franche-Comté, qui sont, j'ai mis entre guillemets les basaltes, on va parler de roches basaltiques parce que sans analyse géochimique, on ne peut pas clairement les définir, mais qui eux se caractérisent par la présence de trous, de vacuoles, et qui sont très adaptés également à la mouture, tout ça agissant, permettant de broyer efficacement les grains. Pour ma région, les matériaux meuliers que l'on va avoir, donc essentiellement les grès et les granites, se répartissent en deux principales zones géographiques. Au nord-est, les Vosges, on a des grès, des granites et des rhyolites, et au sud-ouest, le Morvan, également avec grès, granit et rhyolite. Entre les deux, on a quelques petits pointements, quelques petits affleurements, comme celui du massif de la Serre dans le Jura, mais on a surtout un océan de calcaire. On n'est pas dans le Jura pour rien, le Jurassique étant bien de chez nous. Si on regarde ce qui se passe en termes de proportion pour les roches meulières que l'on va avoir, vous voyez que les grès sont très nettement majoritaires, ils représentent près des 3/4 du corpus,
et un autre quart étant occupé par les granites. Et à côté de cela, on va avoir quelques pièces en rhyolite qui viennent plutôt du département des Vosges, quelques pièces en basalte qui viennent essentiellement de l'Eifel en Allemagne, et des pièces en calcaire. Si on met ça sur un axe chronologique, on se rend compte qu'au début de l'âge du bronze, on a essentiellement des grès, à la fin de l'âge du fer également, mais entre-temps, on va voir pendant tout l'âge du bronze progresser la part des granites, puis ensuite pendant tout le premier âge du fer, diminuer ces granites de nouveau au profit des grès. Donc là, on a une évolution assez constante, assez régulière qui se fait dans l'utilisation des matières premières, évolution que pour l'instant, on ne peut pas expliquer. À côté de ces deux principales roches, on va trouver quelques basaltes, rhyolite et calcaire. Quand on regarde les cartes de répartition des roches et leur provenance, on se rend compte, j'ai pris l'exemple du bronze final, que dans la région de Montbéliard-Belfort, on va utiliser le matériau vosgien, que les grès de la Serre vont se situer dans le Dijonais et la région d'Auloise, à proximité des affleurements, que les grès alpins proviennent de moraines qui sont situées sur les plateaux du Haut-Jura et vont diffuser à proximité, de même que les matériaux du Morvan vont se trouver dans la bordure du Morvan. Donc, on a essentiellement des approvisionnements locaux et régionaux. De la même façon, je prends le Hallstatt ancien et moyen, on a exactement le même phénomène. Si on regarde les distances entre les affleurements et les sites d'utilisation, on se rend compte qu'on est essentiellement entre 0 et 70 km de distance et qu'on a toujours des pièces d'origine locale et régionale et quelques pièces extra-régionales. C'est les roches basaltiques dont je vous ai parlé, c'est les rhyolites de la Salle dont pour la fin de la séquence. En termes typologiques, on a une constante pour les meules de l'âge du bronze. Ce sont des meules à surface active plate, les molettes également, et tout ça correspond à ce que l'on appelle des moulins à molettes couvrantes, c'est-à-dire des moulins dont la molette est aussi longue que la meule est large. Contrairement à d'autres périodes, au néolithique moyen, par exemple, on a essentiellement des moulins débordants et au néolithique récent final, plutôt des moulins à molette courte. On a bien entendu quelques pièces à molette courte et quelques pièces à molette débordante, mais c'est très minoritaire, comme vous pouvez le voir sur le diagramme. Alors, si on reprend le schéma sur l'évolution chronologique des types de matériaux, on se rend compte qu'à une période donnée, on utilise des calcaires et uniquement à cette période-là, entre le bronze final 2B et le bronze final 3B. Là, j'ai remis le nombre de pièces avec en rouge les pièces en calcaire et je me suis rendu compte que, vous voyez, on est sur quelque chose de complètement anecdotique, 0,8% du corpus est en calcaire. Mais ça se passe tout à un seul et même moment. Et ce moment, c'est là où on a aussi énormément d'habitats, refuges en grotte, tels qu'ils avaient été notamment décrits par Pierre Pétrequin dans l'étude de la grotte des Planches. Ces habitats refuges en grotte, le travail de Pierre Pétrequin avait permis d'en recenser 45 sur la période bronze finale 2B et 3A. Vous en avez une carte de répartition pour la Franche-Comté. Le travail n'a pas été, à ma connaissance, fait pour la Bourgogne. Ce sont très régulièrement des habitats, des grottes avec un accès difficile, il faut escalader, etc. L'entrée est dissimulée et n'est pas visible à plus de 50 mètres. Et les occupations sont situées dans la zone, au-delà de la zone de pénombre, c'est-à-dire loin de l'entrée. Je vous ai mis un exemple de la reculée des planches près d'Arbois avec la localisation de la grotte au pied de la falaise. Les sites sur lesquels ces pièces en calcaire ont été trouvées, donc il y a la grotte des Planches dont je vous ai parlé, il y a le camp du Mont-Lassois à Vix, où on a une pièce également dans ce matériau, un diagnostic à Choisey dans la région d'Auloise et une pièce trouvée lors de surveillance de travaux à Saint-Marcel, à côté de Chalon-sur-Saône.
La grotte des Planches est un habitat refuge en grotte. Vix, on est sur un habitat fortifié de hauteur. Et on a 2 habitats ouverts, mal caractérisés, à Choiset et Saint-Marcel. On se rend compte que ces sites sont implantés en dehors des zones d'affleurement des roches meulières, c'est-à-dire des grès et des granites, mais dans les zones d'affleurement des calcaires. Donc, on est au plus près des roches utilisées. Quand on regarde les calcaires que l'on a, ici, vous avez la brèche qui a été trouvée à Vix. Cette brèche provient du pied de l'oppidum, donc on est strictement local. C'est une roche granulaire avec des gros grains très anguleux, mais qui est excessivement friable. À la grotte des Planches, c'est un calcaire coquillé et en fin de compte, les fossiles de coquilles vont jouer un petit peu, vont créer des vacuoles qui vont permettre la mouture. Et à Choiset, on a également un calcaire coquillé, mais avec des grains très durs de calcite qui vont un peu remplacer les quartz et les feldspaths. Je n'ai pas de photo de la pièce de Saint-Marcel, mais là, c'est un calcaire rhyolitique où on a toute une série de petits grains, mais dans un calcaire très tendre. Donc, ces meules vont utiliser des roches locales, faciles pour l'approvisionnement, des roches qui ressemblent au grès et au granit, c'est un peu le Canada Dry de la meule, mais des roches très tendres qui vont s'user très très rapidement, qui vont être faciles à mettre en œuvre, mais qui vont s'user excessivement rapidement. Donc, on a affaire à des approvisionnements locaux et à des roches de substitution par rapport aux roches couramment utilisées pour fabriquer les outils de mouture. Quand on regarde la typologie de ces pièces, la pièce de la grotte des Planches, en fin de compte, c'est une dalle qui a été tout juste épanelée et qui ensuite a été très très peu utilisée. Celle de Vix, pas de mise en forme, une utilisation très très courte et la pièce s'est brisée. Et celle de Choiset, c'est une pièce qui a également été très peu utilisée parce qu'elle ne porte pas de traces d'usure. En fin de compte, ces pièces, elles semblent avoir servi très très peu et avoir été abandonnées tout de suite, ce qui fait qu'on les trouve toujours complètes. Il faudrait conclure, s'il vous plaît. J'en suis à la dernière diapo. Super. Là, on a l'exemple de la grotte des Planches, donc un habitat refuge donc, qui a été incendié. On a les foyers, les meules et une série de greniers, les meules étant situées au niveau des greniers et des zones de stockage, qui est une constante pour l'époque. Et les outils de mouture ont été abandonnés sur place. En conclusion, je propose que ces pièces originales qui sont peu fréquentes aient été des outils de remplacement pendant ces périodes troublées où les gens vont se réfugier notamment dans des grottes refuges et où les circuits d'approvisionnement sont rompus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas comment on enlève l'image. Il faut arrêter le partage. Oui, arrêter le partage d'écran. Je ne le trouve plus. Alors, attendez, sinon... Il y a une question par écrit de Floriane qui dit je n'ai peut-être pas entendu l'information, donc dans ce cas, je m'excuse. À partir de quels éléments sont datés ces meules? Est-ce la typologie uniquement ou le contexte de découverte? Les deux. C'est systématiquement les contextes de découverte. Pour l'instant, la typologie ne permet pas, en dehors de caractériser une pièce de l'âge du bronze, ça on est capable de le faire, mais on ne peut pas aller plus loin. Ah, il y a une question d'Emilien Estur, puis de Marc Talon, donc on donne la parole d'abord. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui. Donc, Emilien Estur, donc, je suis archéologue au Conseil départemental du Loiret. J'ai une petite question pour Luc. Est-ce que, donc, du coup, là, tu t'es centré sur des meules de l'âge du bronze en calcaire. Est-ce que tu as des exemples de meules en calcaire également, mais pour d'autres périodes, par exemple, plus tard pour l'âge du fer? Voilà. Régionalement, à l'âge du fer, on n'a pas de meules en calcaire, contrairement à ce qui se passe notamment dans la vallée de l'Aisne et en Champagne. On a utilisation quasi systématique des grès pour l'âge du fer. La seule autre période
où on est des meules en calcaire. C'est le néolithique moyen bourguignon, donc néolithique moyen 2, où on a énormément de meules en calcaire, notamment sur le site de Clairvaux. Ok. Mais on est dans d'autres logiques que celle de l'âge du bronze. Ok, je te remercie. Marc, vas-y, je pense tu peux. Ça y est, on t'entend, Marc. Et tu ne me vois plus parce que On ne voit pas. On t'entend. c'est pas grave, je pose la question. Oui, Luc, on en a déjà, je crois, discuté. Tu as fait allusion à des meules en basalte là, qui viendraient de l'Eiffel. Celles que tu as trouvées sur ta région, elles sont nombreuses, entre guillemets, pas beaucoup certainement, mais surtout de quand elles datent, elles sont associées avec des contextes de quelle période? Alors, les quelques pièces d'origine extra-régionale, donc on a des meules en basalte de l'Eiffel, ça commence au bronze final 1 et ça dure pendant grosso modo tout le bronze final. Mais on en a 3-4, hein, c'est aussi très très minoritaire, mais c'est assez courant la diffusion des meules en basalte de l'Eiffel à partir du bronze final. C'est la période où à Mayenne se mettent en place les premières carrières de meules véritables. Et on a des diffusions qui sont connues très largement en Lorraine, en Champagne et en région parisienne et même en région centre. Donc là, on a un début de diffusion à longue distance, mais sur quelques pièces qui se fait à cette époque-là. On a d'ailleurs à la même époque également première diffusion de pièces en grès quartzitique du bassin parisien qui arrive également dans notre région. Et à l'inverse, on a des granites, les leucogranites présents dans notre région qui commencent à diffuser assez largement en Champagne et dans le bassin parisien, toujours essentiellement au bronze final 3. Merci beaucoup pour ta communication qui était très pédagogique pour ceux qui Merci. connaissent notamment rien comme moi. Merci. Une dernière question qui arrive, du coup. Moi, je me demandais si vous aviez fait des analyses qui permettraient de savoir ce qui a été broyé sur ces tables en calcaire. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que l'utilisation de ces tables de calcaire réponde, pourquoi pas, d'une diversification, par exemple, de l'usage de ces meubles plutôt que d'une période d'insécurité? Je pense que c'est une hypothèse qui peut être alternative, qui pourrait être aussi envisagée éventuellement, mais il faudrait des analyses, évidemment, pour vérifier tout cela. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'analyse de fait sur ces pièces. Je suis parti en effet sur l'hypothèse de la période troublée vu le contexte, mais pour l'instant, on n'a encore pas fait d'analyse. On a d'ailleurs dans la région essayé d'en faire quelques-unes qui ont souvent échoué. Et bon, c'est malheureusement souvent le cas. Le problème quand on trouve des pièces et des outils de mouture, notamment quand on a des pièces en contexte, en dépôt, 2 pièces entières ensemble, eh ben, ça serait bien que les collègues systématiquement ramassent un peu de sédiments pour qu'on puisse faire des analyses. Quand c'est des fragments rejetés, ça on peut comprendre, mais quand on a des pièces complètes et qu'on a le couple, là, ça vaut toujours le coup de ne pas les laver, de nous laisser faire quand c'est des couples et de prélever un peu de sédiments pour qu'on puisse faire des analyses là-dessus. Je vois qu'il y a une autre question. Florian, c'est ça? Ben, on va faire rapide ou on y revient après la dernière communication? Bon, vas-y, pose là, mais après, on rejette tout à la fin. Oui. Bonjour, je vais faire très rapide. C'était juste pour savoir quel type d'analyse tu avais pu faire sur les meules, parce que je sais que y a des techniques de pollen washes qui fonctionnent plutôt bien. A priori, il y a des collègues qui ont fait ça.
Et aussi, là, récemment, avec Pierre-Yves, on avait fait analyser une meule avec les phytolithes. On avait pu faire du rinçage de la meule de phytolithes et ça avait été plutôt concluant, hein, parce que le collègue Pascal Verdun de l'INRAP avait pu mettre en évidence des céréales et notamment de l'orge et qui était confirmé par la présence en carporeste dans une fosse qui était juste à côté. Donc voilà, c'était juste pour savoir quel type d'analyse tu avais pu tenter. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est du pollen washes, mais qui n'a pas été concluant. D'accord. Et niveau phytolithes, tu n'as jamais essayé pour le moment? Non, on n'a pas essayé. D'accord. En tout cas, nous, ça avait été plutôt concluant, même sur une meule qui avait été remaniée. Donc voilà, c'était juste pour... Merci. Merci pour tout ça. Donc, on reporte le reste des questions et des débats. Il y a aussi des choses écrites, hein, sur le chat, donc on reparlera de tout ça après. Je vais laisser la parole à Sarah et Roland